Merci pour votre présence, une fois de plus. Donc, traditionnellement, la période se veut active en fiscalité et Madame Bouvigny est un petit peu sur les charbons ardents depuis quelques jours. L'occasion de faire un petit tour de table et présenter des consultants qui viennent d'intégrer la Chambre et qui ont un regard particulier d'experts en matière de patrimoine avec Patrick Olivier, expert comptable, qui intègre la team, si je puis dire, ainsi que Jean-Jacques Provost, qui est avocat fiscaliste, qui a eu un parcours d'entreprise, un parcours de grande entreprise, un parcours auprès de l'administration fiscale, ou contre, je ne sais pas, c'est ce qu'on doit dire. D'abord auprès et ensuite contre. Voilà. Et qui connaît bien les rouages de l'administration fiscale, donc qui viennent un petit peu muscler vos besoins à la Chambre. Donc bienvenue à tous et à chacun. C'est pas une table ronde, donc on ne va pas forcément évoquer ici ou là les problématiques de chacun. On va faire un petit peu un tour de table sur quelques nouveautés qui ont pu changer au niveau du droit fiscal avec une loi de finances qui a eu du mal à sortir. Bon, maintenant c'est presque traditionnel. Les lois de finances doivent sortir avant décembre et sortent entre janvier et février au mieux. Bon, c'est ainsi. La fiscalité du particulier a un petit peu bougé, mais pas tant que ça. Celle de l'entreprise un peu plus. On fera un petit peu un panorama très très large. On commencera peut-être, parce que Mme Bouvigny est un petit peu contrainte en ce moment, c'est la période des lignes droites, sur un petit peu les domaines qu'elle échange avec vous traditionnellement, sur les revenus fonciers, sur un petit peu les déclarations. Et on vous invite à peut-être revenir à la Chambre s'il y avait besoin pour des questions plus personnelles. Et puis, on poursuivra avec Patrick Olivier sur un petit peu la loi de finances et le statut du bailleur privé qui peut avoir des incidences en matière patrimoniale. On évoquera aussi l'IFI dans un second temps, donc les déclarations d'impôt sur le revenu et les déclarations IFI pour ceux qui sont assujettis ou ceux qui se posent la question s'ils doivent l'être ou pas, parce que l'enjeu est de taille. Et puis le regard très spécialisé de l'avocat fiscaliste et de l'ancien des impôts et de l'ancien des grandes entreprises du CAC 40 en matière fiscale sur un petit peu les bonnes pratiques, hein, parce que au-delà des chiffres, au-delà des bonnes cases, au-delà du droit à l'erreur que l'administration fiscale permet de mettre, d'argumenter pour le contribuable, il y a aussi du bon sens, il y a aussi des bonnes recettes de cuisine. Alors, chacun a un peu les siennes. Madame Bouvigny en connaît sur ce qui est traditionnel, mais Patrick Olivier ou Jean-Jacques Prévost seront à même de vous donner leur retour d'expérience sur ces points-là. Enfin, Grégory Pomaré, qui est expert à la Chambre, ou qui sera certainement là, s'il n'est pas là, je prendrai sa place en matière d'expert immobilier, puisque ça a été aussi une de mes fonctions passées dans le passé, pour un petit peu les notions de valorisation, parce que quand on parle plutôt pour l'IFI de déclaration, on parle de déclaratif et de valorisation des actifs, et de minoration des passifs, mais ça a du sens et de l'enjeu, et on ne fait pas n'importe quoi et n'importe comment. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. On va peut-être passer un petit peu la parole brièvement à Madame Bouvigny quelques instants, puis après on échangera. Si vous pouvez rester, vous restez. Mais la parole est à vous sur les revenus fonciers et la déclaration sur l'impôt sur le revenu pour l'année 2025. Monsieur, on n'entend pas ici. Vous entendez pas là? Ah, ben voilà. Bon. Donc, on s'assoit Si vous voulez. comme vous voulez. Si vous va bien. Ok, on s'assoit. Hop, je suis assise. Voilà. Là, oui. Personne n'a de problème. Au milieu, parce qu'on ne vous voit pas en fait. Voilà. Là. Donc sur la déclaration des revenus fonciers, Monsieur Lamarck voulait qu'on fasse un petit tour. Alors, déjà on peut dire qu'elle n'a pas changé. C'est toujours la même depuis des années. Rapidement, alors je ne vais pas la refaire ligne par ligne. Hein, il y a un tutorat sur le site, donc vous pouvez regarder.
Donc les revenus fonciers, la première chose à dire, c'est que c'est une déclaration qui concerne toutes les locations, sauf la location meublée. Donc la location meublée, c'est complètement à part. Ça ne fait pas du tout l'objet d'une déclaration dans la déclaration des revenus fonciers, et c'est une déclaration plus comptable, là, pour le coup, qui rentre dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Donc la location meublée est complètement exclue de cette déclaration. Après, vous avez rapidement, je vais citer les lignes qui font souvent problème, qui posent problème. Donc le principe, c'est de déclarer les recettes, donc les loyers hors charge, et ensuite vous pouvez déduire des charges de ces loyers lorsque vous optez pour la déclaration au réel, ou lorsque vous êtes dans le réel. Donc en fait, il y a deux systèmes pour faire cette déclaration des revenus fonciers. Il y a le système du microfoncier et le régime du réel. En dessous de 15 000 € de loyer foncier encaissé par an hors charge, vous êtes dans le champ d'application du microfoncier. Donc là, c'est le régime qui s'applique. Et vous avez la possibilité d'opter pour le régime du réel. Donc c'est le régime qui consiste à remplir la déclaration 2044 ligne par ligne. Donc vous pouvez opter pour ce régime si vous estimez que c'est plus intéressant. Quand est-ce que c'est plus intéressant? C'est plus intéressant, donc on est toujours en dessous de 15 000 € de loyer encaissé par an. Vous me dites s'il y a des choses qui vont pas. Et lorsque on est dans le régime du microfoncier, on déclare les loyers, on a un abattement de 30%. Donc on est imposé sur les 70% qui restent. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que si je fais le régime du réel, j'aurai plus de 30% de mon loyer en charge à déduire ou pas? Si j'ai plus de 30%, ben j'opte pour le réel. Si j'ai pas plus de 30%, ben je prends le microfoncier. Donc voilà, notre microfoncier, 30% d'abattement, je suis imposable sur 70%. Et si je n'en veux pas, je peux opter pour le réel. Quand on est au-dessus de 15 000 € de loyer encaissé par an hors charge, on est obligé de faire le réel. Donc là, on ne se pose pas de questions, on remplit la fameuse 2044. Donc, déclaration qui consiste à déclarer les recettes et de déduire de ces recettes des charges. Donc je parle rapidement des deux lignes qui posent toujours problème, la 229, la 230. Donc pour la énième fois, vous avez toujours pas compris. Vous devez... elles concernent les charges qui sont des charges de copropriété. En fait, elles concernent les biens que vous louez et qui sont en copropriété. Si vous avez une maison, si vous avez un immeuble, vous n'êtes pas concerné par ces lignes. Donc la ligne 229 consiste à déclarer tout ce que vous avez payé au syndic en 2025. Donc vous mettez sur cette ligne tout ce qui concerne les appels de fonds charges et les travaux. Ensuite, donc c'est un petit peu tordu, mais ça a sa logique. Le principe est que toutes ces charges ne sont pas déductibles. Or, le fisc nous demande de toutes les mettre. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand on fait la déclaration, avant on la faisait en février, il y a très longtemps, et on n'avait pas le détail du syndic. Donc on ne savait pas ce qui était déductible, pas déductible. En revanche, on sait ce qu'on a payé, ça on sait toujours. Donc le fisc a dit, ben, vous déclarez tout, et la ligne du dessous, vous régularisez l'année d'avant, vous aviez tout déclaré l'année d'avant 2024, et vous cherchez dans les charges de 2024, celles qui étaient non déductibles, et vous les mettez à la ligne 230. Donc en fait, elle se fait sur 2 ans, cette déclaration, enfin ces deux lignes. Elle joue sur 2 années. Donc en 2025, je déclare à la ligne 230 tout ce que j'ai payé au syndic, charges, appels de fonds, etc. Et sur la ligne 230, je régularise et j'indique ce que je n'avais pas le droit de déduire en 2024. Et ce que je n'ai pas le droit de déduire, c'est essentiellement les charges locatives, puisque je les récupère sur le locataire. Ensuite, vous avez le fonds de travaux. Ensuite, vous avez des... Après, c'est au cas par cas. Si, je sais pas, on construit une piscine dans la copropriété, ça se déduit pas. Si on achète un terrain, ça se déduit pas. Voilà, pour ces deux lignes. Que dire d'autre? Parler du déficit rapidement. Donc l'intérêt de cette déclaration, c'est... Enfin l'intérêt, de toute façon on n'a pas le choix si on est au-dessus de 15 000 €, mais
L'avantage des revenus fonciers, c'est que si on a un déficit, donc vos charges sont supérieures à vos recettes, si vous avez un déficit, il va s'imputer l'année où vous avez le déficit, il va s'imputer sur votre revenu global, à hauteur de 15 700 €. Et s'il y a un surplus, vous gardez ce surplus qui s'imputera sur les revenus fonciers des années suivantes. Donc ça, c'est intéressant. C'est un des avantages de ce régime, contrairement au meublé où on est plus dans la notion des amortissements et d'autres calculs pour imputer les déficits qui ne s'imputent pas sur le revenu global, mais sur les autres BIC, donc c'est différent. Sauf si on est loueur meublé professionnel, bon, c'est pas l'objet, donc j'en parle pas. Voilà. Quoi d'autre? Sur votre résultat, n'oubliez pas, donc le résultat des revenus fonciers va s'intégrer à vos autres revenus, les retraites, les salaires, etc. Donc va subir la progressivité de l'impôt, plus la CSG-RDS qui est à 18,60 maintenant. Elle monte. Voilà ce qu'on peut dire sur les revenus fonciers. Sur les réductions, qu'est-ce qui concerne l'immobilier, les dons, les réductions d'impôts. Donc il n'y en a plus beaucoup, pour les travaux il n'y en a plus, donc ça va concerner les emplois à domicile. Bon, il y a toute une liste, alors c'est dans la numéro 2042 RICI, RICI, réduction d'impôts et crédit d'impôt. C'est dans cette déclaration que vous mentionnez tous vos crédits et réductions d'impôts. Voilà. La déclaration d'impôt sur le revenu, ensuite, monsieur Lamarck, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Alors comment... les travaux peut-être, on peut faire un petit... Le genre brun peut s'appliquer au réel sur... le genre brun, oui. Alors avec un système d'amortissement... Alors voilà, c'est un peu compliqué. on a une ligne qui consistera à amortir la dépense et les travaux. Alors la dépense, elle est amortie sur, j'ai lu 80%, on reprend le principe du BIC, quand on amortit, ou la comptabilité en général, j'imagine, quand on amortit un bien dans le genre brun, on ne va pas amortir les 100 000 € qu'on a investis, mais c'est 100 000 moins le foncier, parce qu'en fait on amortit les constructions. Et le foncier, c'est toute la difficulté à faire, à trouver. C'est le foncier dans le Limousin est moins cher que sur les Champs-Élysées pour un même bien, par exemple. Donc, on a décidé, dans le genre brun, c'est 80%. Donc, vous achetez 100 000, vous amortissez 80 000. Donc, c'est un régime intéressant. Vous vous engagez à louer pendant 9 ans. J'ai plus tout le détail en tête, mais 9 ans, il faut avoir acheté le bien. Donc, c'est pas un bien qu'on a, il faut l'acheter. Il faut l'acheter dans le collectif. C'est jusqu'en 2028-9. Bon, en tout cas, c'est maintenant. Voilà, donc c'est un dispositif qui est intéressant pour relancer un peu l'investissement. Donc, on a, par rapport à toutes les lignes qu'il y a dans la 2044, il y a donc une ligne supplémentaire qui va nous creuser, qui va peut-être nous amener à un déficit, et c'est ça qui est intéressant, et qui va correspondre à un étalement de l'amortissement, qui donc représente l'amortissement 80% de la valeur du bien. Donc le but, c'est d'arriver à zéro ou à avoir un déficit. C'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est le genre brun. Sinon, des régimes de défiscalisation, il y a toujours le Pinel, toujours ceux qu'on connaît, ça, il n'y a pas une nouveauté. Il s'est arrêté. Alors oui. Il s'est arrêté, mais il se poursuit. Alors voilà, voilà. Faut continuer, forcément, puisque ça dure 9 ans, 12 ans ou 12 ans. On a arrêté en 2025. Donc voilà, c'est le Jean Brun qui a pris le relais. Vous avez toujours pour les biens que vous possédez le fameux conventionnement avec l'ANA qui vous permet de, selon des loyers, d'avoir là cette fois un taux forfaitaire. C'est-à-dire que vous allez avoir, en plus de toutes les lignes de déduction qu'on a dans la 2044, un forfait qui va s'appliquer sur les loyers encaissés. Donc vous encaissez 10 000 € de loyer, vous aurez 30%, ou selon le loyer, s'il est social, très social, 30% de 10 000 à déduire, ou 45 à déduire. Donc c'est une dépense supplémentaire qui vous permet d'alourdir un peu plus les charges. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a comme problème dans la déclaration? Vous pouvez déduire l'adhésion à la Chambre.
Donc c'est toujours la ligne 221, ça n'a pas changé. Vous pouvez déduire tout ce qui concerne les avocats, les aides d'un expert, donc profitez-en à la ligne 221, expertise immobilière, etc. Alors si vous louez, hein, c'est toujours la condition. C'est si vous louez le bien et que vous avez eu recours à un expert immobilier, à un avocat, un comptable, pour vous aider dans un contentieux. Une expertise dans un contentieux, ça peut jouer hein, pour le loyer, pour voilà. Donc vous pouvez déduire les frais de M. Courbaret, les frais de M. Pruvot. C'est pour la taxe foncière, ce que vous évoquiez. Et la taxe foncière, ah oui, alors là j'avais mis un exemple. La taxe foncière, il y a plein de questions. Donc la taxe foncière, une partie est récupérable dans la taxe foncière. Vous pouvez récupérer la taxe d'ordures ménagères et la taxe de balayage quand vous louez à l'habitation. Donc, vous ne déduisez sur la ligne 227 de la 2044 que la taxe foncière moins cette taxe d'ordures ménagères et cette taxe de balayage. Alors il y en a qui me disent oui mais moi je la récupère pas, gna gna gna. Eh bien, faut quand même l'enlever parce que le fisc, et vous faites un cadeau à votre locataire et le fisc n'a pas à en subir les conséquences. Donc vous devez absolument déduire la taxe foncière moins la taxe d'ordures ménagères et la taxe de balayage. Si on est dans le cadre d'un bail commercial, souvent la taxe foncière elle est payée, elle est remboursée au propriétaire par le locataire. Donc à ce moment-là, il faut mettre en recette cette somme que vous a remboursé le locataire et en dépense, vous mettez le montant de cette taxe. Alors, on peut rien mettre, mais le fisc peut dire on n'a rien mis. Donc la vraie déclaration, elle consiste à mettre 1000 € si elle coûtait 1000 € en recette quand le locataire ouvert son loyer, plus les charges et donc cette taxe, et en dépense, vous remettez vos 1000 €. Donc comme ça, c'est symétrique. Voilà. Après, j'évoquais l'exemple où dans un immeuble, vous avez un immeuble et puis la taxe foncière de l'immeuble, elle est donc déductible si vous louez. Sauf qu'il faut faire attention, si vous habitez un appartement, s'il y en a un qui est loué en meublé, il faut les enlever, il faut faire un prorata, il faut proratiser. Donc si vous avez, souvent vous proratisez en fonction des mètres carrés, ou des tantièmes si l'immeuble a des tantièmes, ou prorata des loyers. Il n'y a pas vraiment de règle. Alors le mieux c'est les mètres carrés, je pense. Donc si vous avez 1000 mètres carrés et qu'il y a 300 mètres carrés qui sont pour le beau-frère, un autre pour le neveu, puis un autre qui est loué en meublé, vous faites un prorata, vous faites les 300 millièmes que vous enlevez au montant de cette taxe pour la déduire. Voilà, vous ne pouvez pas déduire l'intégralité de la taxe. Voilà pour la taxe foncière. Les intérêts d'emprunt, un petit tour rapide, donc vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt. Alors pas le capital, hein. Il y a des gens qui me demandent s'ils peuvent déduire le capital. Non, c'est que les intérêts d'emprunt et les assurances liées à ces intérêts d'emprunt. Et la première année, vous pouvez aussi déduire les frais qui vous ont permis d'obtenir ce prêt. Donc intérêt d'emprunt plus l'assurance liée à ce prêt. Donc ça c'est intéressant. Je reviens aux travaux parce que j'y pense et tous les travaux qui consistent à participer de la rénovation énergétique de votre bien sont à inscrire sur une ligne à part parce que si ça génère un déficit, ce déficit est imputable sur le revenu global mais à hauteur de 21 400 €, c'est-à-dire qu'il est doublé si c'est généré que par ces travaux-là. Donc ça c'est intéressant. En général, ce sont les travaux dont la TVA est à 5,5. Parce que dans le cadre de ces travaux-là, la TVA est à 5,5%. Donc on les reconnaît facilement. Si l'entrepreneur ne s'est pas trompé. Voilà. Voilà. Préciser que les travaux d'agrandissement sont pas... Alors, voilà, oui, dans petit point. Les travaux déductibles des revenus fonciers, dans le cadre d'une location d'habitation, c'est tous les travaux, sauf les travaux de construction, d'agrandissement, etc. Et si vous avez un local commercial, les travaux d'amélioration ne sont pas déductibles. Hein, donc les travaux d'entretien sont déductibles, mais pas les travaux d'amélioration. Alors la distinction amélioration, c'est qui amène un plus, un confort par rapport à des travaux d'entretien qui consistent à remettre en état ou à réparer. Donc pour l'habitation, tout est déductible sauf les travaux de construction d'agrandissement. Pour un local professionnel ou commercial, les travaux d'amélioration
de construction et d'agrandissement ne sont pas déductibles. Voilà, dans cette ligne, vous pouvez également mettre les diagnostics que vous faites pour les biens. Vous pouvez également mettre les frais d'architecte, si vous avez eu recours à un architecte ou à un maître d'œuvre. Voilà, donc en fait, l'avantage de la manière dont elle est faite, ça n'a rien à voir avec de la comptabilité, on est plus dans l'épicerie, hein, c'est les dépenses recettes. L'avantage, c'est de pouvoir faire des travaux et de pouvoir les déduire. C'est quand même bien. Et profitez-en avec les diagnostics qui ne sont pas très bons, vous avez l'occasion de faire des travaux et de remettre en état. C'est quelle ligne ça? 220 de mémoire, je ne l'ai pas là, 27 les travaux. Alors, ce sont les travaux, attention, que vous faites vous-même. Si ce sont des travaux de copropriété, c'est la ligne 229, la fameuse où on met tout. Tout est sur cette ligne en copropriété. Vous ne pouvez pas mettre des charges de copropriété dans une autre ligne au-dessus, parce que ça concerne les lignes du dessus que les travaux que vous faites personnellement. Les travaux de copropriété, c'est la ligne 229. Ou 229, ou 230 dans la 2044 S. Donc il y a un décalage de ligne. Là, on a fait le tour. Enfin, si le tour peut être fait, on a fait le tour. Voir sur les meublés, non, il y a Alors on fait le meublé? Bon, le meublé. Donc on change de déclaration. Hein. Vous avez bien compris, on n'est plus dans la 2044. 44. Les fonciers. On n'est plus dans la 44. Voilà, on est à 42. Donc on est dans plusieurs endroits. On est deux déclarations. Si on est dans le réel, c'est un peu le même principe, c'est la 2035. Et si on est dans le micro, c'est la 2042, c'est pro. C'est pro. Donc, 2031, pardon, la 35 c'est pour les VNC, oui. 2031, donc c'est la 2031 pour le réel et la 2042 c'est pro si on est dans le micro-BIC. Donc en meublé, c'est le même principe mais un peu plus compliqué que les revenus fonciers, il y a du micro-BIC et il y a du réel. On va faire simple. On prend le réel simplifié, alors il y a plusieurs réels selon le chiffre d'affaires. On va prendre le réel simplifié. Les autres, ils sont en fait un peu plus compliqués, mais le principe est le même. Et puis, on aura un spécialiste pour aller dans le détail du détail. Donc, alors là, vous avez, j'ai plus trop en tête, si vous avez les meublés de tourisme non classés, les meublés de tourisme classés et les locations, je résume, les locations classiques, je dirais, c'est les locations qui concernent la location pour l'habitation principale d'un locataire. Donc quand on loue en meublé pour un locataire dont c'est l'habitation principale, là ça n'a pas changé. Le régime du micro, il y aura un abattement de 50% et le seuil est 77 700. Le seuil pour savoir si on est dans le micro-BIC ou dans le réel. Donc au-dessus de 77 700, on est dans le réel. C'est un peu le même principe que pour les revenus fonciers. Vous pouvez, si vous êtes dans le champ d'application du micro-BIC, opter pour le régime du réel. Alors j'en viens au régime du réel très rapidement. Le régime du réel consiste également à pouvoir déduire des charges. Sauf que là, nous sommes dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui répond à des règles de comptabilité. C'est complètement différent. On a décidé de classer les meublés dans ces BIC. Donc on est obligé, comme on est dans la catégorie des BIC, de suivre la fiscalité des BIC. Alors le principe, on a un chiffre d'affaires qui sont les loyers plus les charges. Alors là on met les charges, donc parce que c'est tout ce qu'on encaisse, et on va pouvoir déduire des charges. Sauf qu'il y a trois postes qu'on va déduire sous forme d'amortissement: la valeur du bien, les meubles et les travaux. Donc ça répond à des règles comptables, les règles de 2005, qui ont beaucoup bougé. Pour le bien, on revient sur notre histoire de valeur du bien moins le foncier. Donc ce sera le travail du comptable. Alors un conseil, faites faire cette déclaration par un comptable parce qu'il va y avoir des amortissements. Donc ils vont vous suivre. Donc il vaut mieux bien partir, parce que si vous partez sur une fausse route, il y a des adhérents qui ont commencé leur déclaration, ils l'ont fait tout seuls, et un jour ça coince, donc là ils vont voir un comptable, et le comptable hurle bien sûr, parce qu'il faut rattraper le tout, il faut essayer de faire de la cuisine, et c'est pas évident.
Donc, il faut mieux partir sur de bonnes bases pour faire ces fameux amortissements. Donc le bien, on l'amortit sur les constructions. Donc là, ce ne sera pas comme dans le Jeanbrun où on a décidé que c'était 80, ça va dépendre là de l'emplacement. Donc on peut amortir sur 75, j'imagine, sur 85%. Une fois qu'on a chiffre, donc on a nos 100 000 euros, on amortit sur, on va dire, 100 000 sur 75 000 euros. Là, c'est un taux qui s'applique, c'est à nouveau le comptable qui le choisit, donc il est entre, on va dire, 1,5 et 3, donc il faut trouver le bon taux, selon l'emplacement, selon l'état du bien. Il y a un vrai calcul à faire, et surtout, on a un professionnel derrière qui vous le fera, et s'il y a un souci, bah, c'est lui qui assumera, qui aura sa responsabilité engagée en cas de contrôle. Donc c'est quand même important que vous preniez, enfin, je vous conseille, moi, après vous faites ce que vous voulez, mais prendre un professionnel, c'est quand même mieux pour cette déclaration. Autant celle-là, comme je sais la faire, elle est très facile. Alors que l'autre, c'est vraiment un métier et c'est vraiment un comptable qui peut la faire. L'obligation d'envoyer les déclarations en télédéclaration. Ah oui, alors il y a ça, oui. Oui, là, on est dans le... Oui, là, en plus, je finissais mes amortissements, donc ça, on amortit le bien. Ensuite, on amortit les travaux. Alors les travaux, ça dépend. Si c'est de la maçonnerie, de la peinture, on va dire qu'on amortit à 7,5, à 10%. Bon, il faut voir un comptable également. Donc le principe, j'ai 50 000 euros de travaux. Si j'amortis 10%, je déduis 5 000 tous les ans pendant 10 ans. C'est ça l'idée. Et ensuite, les meubles, c'est autour de 15%. Les meubles, ça, c'est plus simple. Donc en fait, ce genre de déclaration, elle va plus limiter les déficits. Ils vont être un peu aplanis puisqu'on amortit. En revanche, vous allez avoir un revenu imposable plus bas, plus longtemps. Vous voyez, c'est un autre schéma, en fait, où vous pouvez bien sûr avoir un déficit. Alors, ce déficit s'imputera sur vos autres BIC pendant les 6 années. 10 ans. Les 10 années suivantes, sur les BIC, sauf si vous êtes à loueur meublé professionnel, là, votre déficit s'imputera sur le revenu global. Voilà, donc il faut effectivement maintenant faire une télédéclaration, ça c'est compliqué, donc d'où je renvoie à un comptable. Donc on remplit la 2031 pour faire cette déclaration et les résultats sont à réinscrire dans la 2042 C-Pro. Et si on est dans le microbic, on n'a que la 2042 C-Pro à remplir. Il y a une ligne où on met le montant des loyers et charges et vous aurez votre abattement de 50%. Si vous êtes en microbic. Alors ça peut aussi être que 30% si vous êtes en meublé de tourisme. Et non classé, c'est le seuil, il est à 15 000 euros. Donc il est assez bas, ils l'ont baissé pour pousser les gens à peut-être en faire moins. En tout cas, ça veut dire qu'au-dessus de ce seuil de 15 000 euros, vous devez aller voir un comptable pour faire la déclaration au réel. Vous n'aurez pas le choix.